Bonjour et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale. La Pause décoloniale, c'est votre émission qui fait la part belle aux réflexions et aux contributions des femmes sur la décolonisation de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Dans cette deuxième édition, nous vous proposons la deuxième partie de l'interview de Fania Noël, interviewée par Bouk Kanaki. Fania Noël est autrice, chercheuse, diplômée en sociologie et militante panafricaine et afroféministe d'origine haïtienne. Elle défend un afroféminisme politique radical et révolutionnaire. Elle propose une lecture radicale des luttes féministes en s'attaquant à la racine des systèmes de domination, le sexisme, le racisme, la suprématie blanche et le capitalisme. Dans cet épisode, Fania Noël aborde deux notions essentielles décrites dans ses ouvrages, la misogynoire, ou comment le métissage et le colorisme sont utilisés pour ne pas challenger le statu quo de la domination blanche, et la notion de transfuge de classe qu'elle décrit comme, et je cite, un écueil, fin de citation, car elle est utilisée pour marquer son identité, oui, mais sans que cette mobilité ne challenge les systèmes de classe sociale mis en place. Cet entretien finit sur la notion de révolution qu'elle explique comme étant un processus et de la difficulté de mettre fin à la négrophobie. Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Justement dans un passage de votre livre concerne le droit au temps et vous incitez dessus un temps pour penser, créer, cultiver les liens et prendre soin de nos relations. Et c'est aussi un temps pour s'organiser collectivement et politiquement en dehors du salariat, par exemple. Vous nous avez un peu partagé ce que vous faisiez de votre temps libre. Qu'est-ce que Fania Noël fait de son temps libre? Ah non, ça, c'est pas mon temps libre. Le temps que je passe à lire, etc., c'est pas du temps libre. C'est du temps que je travaille, mais que je travaille pas que pour ma thèse. Mais c'est pas le temps libre. Le temps libre, ce n'est pas le travail. Moi, Faut bien faire la distinction. Ouais. et voilà, c'est bien faire la discussion. Mon temps libre, je le passe avec mes amis, mon mari, je sais pas, je vais au cinéma, je regarde plein de séries télé et après, je regarde des séries télé, après ça se transforme en non-temps libre parce qu'après j'écris des articles sur les séries télé. Donc ça, c'est du temps libre après qui se transforme en plus de travail. Je lis des romans, c'est-à-dire des livres où j'ai pas besoin d'extraire des citations dedans. Et j'adore aller au brunch, à prendre des brunchs et marcher dans New York et passer du temps dans New York et aller en vacances. Donc, mon temps libre, il est vraiment considéré en temps libre. Et après, il y a un temps, le temps que je fais pour, par exemple, faire de lexicon. Avant, je faisais les podcasts, les articles, c'est pas du temps libre. C'est-à-dire, c'est du temps c'est le fait que je sois en PhD et que j'ai un fellowship et que je sois rémunérée pour justement lire des trucs et produire des choses qui fait que j'ai le temps de faire ça aussi sans que ce soit, par exemple, ce serait difficile si j'ai un travail à temps plein comme comptable ou caissière, ben, il faudrait un autre temps pour lire tout ce que j'ai à lire pour faire ça. Là, comme mon travail à temps plein, c'est déjà passé mon temps dans les archives, donc c'est plus facile de faire ce que je fais. D'accord. Et toujours par rapport à votre livre, il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais qu'on s'y attarde. C'est la notion de misogynoire, donc dans le contexte français. Vous le liez au métissage et je vais vous citer rapidement. Vous dites, le métissage sécrète des fantasmes racistes, utilisés comme preuve de brassage culturel pour s'opposer aux velléités indépendantistes et pour clore les discours sur les métropolitains qui viennent occuper des postes dans les îles à fort taux de chômage des jeunes. Cette fascination pour le métissage s'explique aussi par l'absence en France d'une cohabitation longue et continue durant la période de l'esclavage et de la colonisation, contrairement aux États-Unis.
Et vous faites ensuite, plus loin dans le livre, une proposition par rapport à la misogynie noire, ou une non-proposition, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment une solution par rapport à ça. Vous dites, je cite, il n'existe pas d'échappatoire définitive et durable à la misogynie noire, mais seulement des espaces collectifs ou familiaux qui permettent d'atténuer ses effets, de faire une pause ou de résister, des espaces qui favorisent l'évitement, le retrait et le déni. Donc, selon vous, comment se manifeste concrètement la misogynie noire dans le contexte français? Bon, je pense qu'il se passe, les gens qui vivent, parce que le colorisme, c'est une forme de misogynie noire, donc déjà dans la famille. Dans la famille, les relations interpersonnelles, les relations romantiques, la non-existence des relations romantiques, d'intérêt romantique, le, comme ça s'appelle, les représentations dans les médias, la discrimination au travail, la discrimination à l'université, la discrimination dans le domaine de la santé, dans le secteur médical, le manque de soins, etc. Donc tout ça dans les discours politiques, dans les lois, etc. Tout ça, ça se manifeste tous les jours. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire, bien sûr, on peut créer des bulles où on a des moments, mais il va falloir sortir de ces bulles. Et même cette création de bulles, parce que c'est des espaces ségrégés, c'est pas vraiment être libre. Si tu dois créer un espace où vous vous rencontrez, dès que tu sors, c'est la violence qui t'attend. Et c'est pour ça, comme Bayroux dit, c'est que les approches qui sont centrées sur le mode de vie ne sont pas radicales, parce qu'un combat féministe qui veut changer la société, c'est pas un combat sécuritaire, ni plaisant, ni agréable, mais c'est ce qu'il faut, parce que on ne peut pas vivre dans des bulles, ou les gens qui peuvent se permettre de vivre là dans des petits pods, qui ont le fantasme de on va créer notre petite société à part. Je pense aux gens écolos, etc., qui veulent créer leur chose. Ok, on est content pour vous que vous pouvez vous permettre de laisser tout le monde derrière et créer votre petite société, etc. Mais la réalité, que ça ne marche pas, parce qu'on est interdépendant, que cette petite société qu'on crée, elle est basée sur le fait qu'on vit dans un pays qui, pour fonctionner comme il fonctionne, a besoin de ressources, qui va prendre dans d'autres pays, et certains d'entre nous ont de la famille dans ces pays, que les pays, dans le territoire dans lequel on vit, pour s'assurer la livraison de biens, de marchandises, fait la guerre, exploite, laisse les gens mourir dans l'océan, qui garantit aussi le pouvoir qui est associé au passeport, dont on détient la citoyenneté. Donc, vivre dans des bulles, ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher pour beaucoup de gens aussi dont les parents ne sont pas de nationalité française, ou que les gens ne sont pas de nationalité française, où une partie de leur salaire doit être envoyée dans des pays qui sont appauvris systématiquement, où il y a des gouvernements qui sont soutenus par d'autres gouvernements qui créent des politiques, qui fait que ça a un impact. Donc, la question de l'interdépendance est beaucoup plus importante lorsque on est dans des réseaux familiaux où il y a des gens de plusieurs côtés de l'Atlantique noir, ou de plusieurs côtés de ce qu'on appelle les monts noirs. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il y a des façons de se retirer. Et quand je dis il n'y a pas d'échappatoire, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, on doit consentir à subir la violence. Donc, moi, dans ma vie, j'essaie de me retirer au maximum de toutes les situations qui ne sont pas nécessaires, qui ne m'apportent rien et que j'ai pas besoin de subir, où je sais que je subis de la violence. Donc, je suis pas quelqu'un, je ne débat pas avec des gens juste pour débattre avec des gens. J'ai la possibilité d'éviter certaines activités qui fait que j'ai pas parlé à certaines personnes des gens. Je suis pas quelqu'un qui a des amis qui sont négrophobes, et donc qui fait que je n'ai pas à éduquer les gens, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir des amis négrophobes ou sexistes, mais il y a des gens qui les gardent. C'est pas nécessaire non plus. C'est difficile, mais c'est pas nécessaire quand on est un adulte et qu'on peut payer
ces choses soi-même ou avoir un autre truc, d'avoir des proches qu'on voit tous les jours, qui sont dedans. C'est pas nécessaire de débattre avec certaines personnes aussi. Donc voilà, donc je retire de manière vraiment consciente toutes les interactions qui ne sont pas nécessaires, parce qu'il y a déjà des interactions nécessaires que je suis obligée de subir avec l'administration, les institutions, mon travail, mon domaine professionnel, les conférences, où, où je suis obligée de subir ça, donc je ne veux pas m'infliger d'extra-curriculum de violence juste pour montrer que je suis ouverte. Je ne suis pas ouverte. On va dire comme ça. Je ne suis pas ouverte. Let's say that. Si on peut s'éviter de s'apporter des charges supplémentaires à éduquer les autres personnes, ça C'est serait... ça. La vie est courte. Il y a l'inflation. Donc, tout le monde doit économiser son énergie. Et par rapport à la notion aussi de transfuge de classe, vous avez éclairé en fait, vous nous avez éclairé en fait sur les limites et les pièges à revendiquer un pouvoir politique qui se voulait intégrationniste comme exemple absolu de progressisme. Pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs et auditrices les pièges justement de ce transfuge de classe et nous expliquer un peu à quoi ça correspond? Comme j'explique dans mon livre, la notion de transfuge de classe qui est pris enfin, tout le monde a vu qu'il y a plein de livres autour des transfuges de classe, des émissions autour de ça, etc. Et bien que j'aime beaucoup, par exemple, un des livres c'est celui de Annie Arnaud sur la place, sur comment la mobilité sociale, la violence symbolique, quand on ne vient pas d'une classe et on va dans une autre classe. Et en tant que sociologue, je trouve que c'est important de pouvoir analyser qu'est-ce que la mobilité sociale, comment les structures comment les structures définissent la mobilité sociale, comment la mobilité sociale est possible en fonction des évolutions de la société. Qu'est-ce que les personnes en mobilité sociale expérimentent, comment ça change les rapports sociaux, ça c'est extrêmement important. Mais mon point en tant que militante et en tant que personne qui pense les organisations politiques et l'organisation politique et la mobilité politique, c'est que la notion de transfuge de classe n'a pas d'utilité pour les mobilités sociales, pour la mobilisation. C'est-à-dire c'est une notion qui est une notion descriptive, on va dire, analytique et descriptive, pour dire que quelqu'un vient d'une certaine classe sociale et a changé de classe sociale. Et cette notion descriptive et analytique sociologique a été emparée comme un marqueur d'identité. C'est-à-dire les gens, ils sont transfuges de classe. Mais cette identité n'est pas accolée à la production sociale d'identité. C'est-à-dire c'est quelque chose que, ben oui, vous pouvez gagner, mais vous pouvez perdre. Voilà, vous êtes un transfuge de classe, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une crise économique, vous retournez dans votre classe, etc. Donc, ce n'est pas une identité, mais ça a été emparé comme une sorte d'identité et cette identité sert à la narration de soi. C'est-à-dire que les gens, pour expliquer leur parcours, ils disent « je suis un transfuge de classe et maintenant je vais écrire… mon parcours. » Et j'ai aucun problème à ça parce que les identités, c'est subjectif. Les gens peuvent se définir comme ils veulent. C'est super. Mais la question que ça ne permet pas la mobilité parce que ça ne permet pas la mobilisation, pardon. Parce que transfuge de classe, ce n'est pas une catégorie sociale qui peut se mobiliser pour quelque chose. La mobilisation que les transfuges de classe demandent et décrivent, c'est le fait que leur arrivée dans la nouvelle classe était empreinte de beaucoup de violence symbolique. Donc, c'est quoi la demande face à ça? OK, vous avez changé de classe, vous avez subi plein de violences symboliques. C'est quoi les demandes? Et c'est ça qu'on doit se poser en mobilisation politique. C'est quoi les demandes? Et les demandes implicites de ce genre de récit, c'est que lorsqu'ils ont la mobilité sociale, qu'ils soient accueillis les bras ouverts. Et l'accueil des bras ouverts
ne permet pas de déstabiliser le système. Il permet juste de montrer que le système a tellement de pouvoir qu'il peut se transformer, qu'il peut accepter la différence. Et un système qui peut accepter la différence, c'est un système qui est fort, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, qu'il peut assimiler la différence. Donc, ça produit des écueils comme ne pas remettre en question le capital symbolique, c'est-à-dire que toute la violence symbolique que les gens ils subissent quand ils changent de classe, quand ils rentrent dans des institutions comme, je sais pas, Sciences Po, HEC, l'ENS, qu'on leur fait remarquer qu'ils n'ont pas les bons codes, en fait, ce qu'ils demandent, c'est que, un, on leur fasse pas remarquer ça, ok, et deux, que les codes qu'ils ont, qui viennent des catégories populaires, soient assimilés comme des codes valorisés. Mais ça, ce n'est pas radical. On demande la diversification de ce qui permet d'éliminer les gens. Et demander la diversification de ce qui est légitime ou pas légitime pour pouvoir avoir accès aux ressources, au bien-être, à des positions, ce n'est pas la même chose que défaire un système où sa position dans la société définit sa capacité, ses conditions matérielles d'existence, sa capacité à vivre une vie épanouie, sa capacité à être respecté, sa capacité à pouvoir vivre comme un être humain. Donc, c'est pour ça que je dis que cette question de transfuge de classe, les personnes qui parlent le plus de transfuge de classe, c'est les gens de la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, c'est-à-dire la petite bourgeoisie intellectuelle, qui sont devenus architectes, journalistes, écrivains, auteurs, etc., mais pas les personnes qui gagnent le plus d'argent. Par exemple, la notion de transfuge de classe n'est pas emparée par les rappeurs qui gagnent beaucoup d'argent ou par les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que dans la question de transfuge de classe, c'est vraiment la question de capital symbolique qui est mise. C'est vraiment la violence de « oh, tu ne sais pas la différence entre Picasso, période Beu, entre tel et tel roman ». Donc, ce n'est même pas la question financière, même si ces personnes ont gagné en confort financier, même s'ils ne sont pas riches, c'est vraiment la question du capital symbolique. Et ce qui est implicite dedans, c'est comment on fait pour diversifier le capital symbolique et comment on fait pour savoir plein de trucs sur le rap, diversifier le capital symbolique, etc. Et moi, comme je répète beaucoup, je suis très peu intéressée par le plafond de verre et ce qui m'intéresse, c'est le plancher collant. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un écueil et que ce n'est pas un hasard qu'on voit beaucoup, beaucoup de discours autour des transfuges de classe parce que c'est quelque chose de très néolibéral qui dit « oh, on doit faire plus pour assimiler les gens, pour les intégrer dans le capitalisme et dans la stratification sociale ». Et on voit de moins en moins de discours sur la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte des classes maintenant, c'est la lutte des placements. Il n'y a plus de lutte des classes, maintenant c'est comment on fait pour intégrer le maximum de gens dans la classe moyenne, dans la petite bourgeoisie, alors qu'il y a la lutte des classes. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut refuser. De vouloir appartenir à l'éthos petit bourgeois, refuser de voir que ah oui, je connais, non, je ne connais pas, non, et ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas de savoir ce genre de choses, non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un intérêt, et oui, non, je ne connais pas tel auteur, non, je ne connais pas très bien, tu veux être un bully, super pour toi, mais ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse pas de fit culturellement dedans. Donc, refuser ça et accepter d'être des agents doubles, de profiter de ce que ça permet, d'avoir du confort financier, profiter de ce que ça permet, d'avoir accès à des positions qui, je ne sais pas, vous permettent de donner à la parole à plus de gens, faire en sorte que certains livres soient édités, faire en sorte que certaines narratives soient là. Mais cet investissement à être connu et reconnu par cette classe-là et être accepté par cette classe-là, ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas une classe intéressante. La petite bourgeoisie, la bourgeoisie et les autres font partie du problème de la société. Donc, pourquoi moi, je veux être vue comme être alignée avec des gens qui font partie du problème de la société. Et pourquoi même je veux être en communauté avec eux? Non, non, je refuse. Et au final, on se rend très vite compte que ça nourrit au final ce système de domination et ça nourrit cette illusion-là de réussite qui est au final que individuelle et qui ne sert pas du tout au niveau collectif.
Merci Fania, et je vais finir avec une question pour cette émission sur le mot révolution qui a tendance à faire peur. Donc vous vous inscrivez dans une pensée révolutionnaire. Pensez-vous que la révolution peut mener à un espoir, à un horizon commun politique? En fait, la révolution, c'est pas un mot positif en soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de révolutions et des révolutions qui sont réactionnaires et des révolutions fascistes, des révolutions, etc. Et après, il y a la révolution qui est vue comme un moment. La révolution n'est pas un moment, mais un processus. Parce que quand on parle de révolution, contrairement à la réforme, la révolution, c'est-à-dire qu'on change de système. C'est-à-dire on change de système, on change la façon dont la façon dont les choses sont produites, la façon dont les gens sont en relation avec eux, la façon dont la structuration sociale, la façon du capital symbolique, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, etc. Donc, c'est la révolution, le processus révolutionnaire et ça. Et le problème en voyant la révolution comme un moment, c'est qu'on se prend très vite un contre-révolution, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Et moi, ce que je dis, c'est que les militants, les intellectuels, les penseurs, ne sont pas l'avant-garde de la révolution. C'est-à-dire les moments révolutionnaires arrivent parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'ils arrivent, c'est-à-dire il y a sûrement une insurrection, etc. Donc, ce qui se passe quand ces moments révolutionnaires arrivent, les organisations politiques qui espèrent l'arrivée de la révolution, qui monitorent la possibilité révolutionnaire, qui monitorent la question du changement, normalement ont des propositions. Et ce qui se passe, c'est que quand elles n'ont pas des propositions, les personnes qui ont des propositions sont souvent les personnes qui étaient les personnes avec beaucoup de capital, mais qui étaient déjà prêts. C'est-à-dire, comme à la Révolution française, les bourgeois étaient ceux qui avaient la proposition. Donc, on est sorti de l'aristocratie pour arriver dans un système bourgeois parce qu'ils étaient prêts, ils avaient le capital, les machins, etc. Ils étaient juste au pas de la porte. Donc, pour éviter que ce soit les personnes qui soient au pas de la porte qui décident du transformation de la société après un mouvement révolutionnaire, il faut que les organisations qui portent un changement du monde radical, etc., et un plan qui soit prêt ou un processus qui soit prêt et qui soit prêt à être mis en application et à engager les gens dans ce processus. Donc, la question maintenant, qui est la question difficile quand on est militant noir, c'est que on n'a pas encore enfin, je ne pense pas qu'on a encore vu le processus ou ce qui va permettre d'arriver à comment on peut arriver à mettre fin à la négrophobie. Et c'est la question. C'est-à-dire qu'on a des idées de comment on peut mettre fin au capitalisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, faire de la justice de réparation, rendre les terres, etc. Là, on sait, voilà, il faut faire ça pour résoudre ce problème. Pour résoudre le problème du capitalisme, il faut rendre toutes les entreprises collectives et abolir la propriété privée des moyens de production. OK. Mais comment on fait pour mettre fin à la négrophobie? Quand je dis mettre fin à la négrophobie, c'est pas juste quelque chose en mode « Ah, il faut que les Noirs ne soient pas discriminés », mais mettre fin à la négrophobie, ça veut dire comment on fait pour que, comme la pensée afro-pessimiste le dit, pour que les Noirs, c'est-à-dire la catégorie noire, ne soit pas le marqueur, la frontière qui délimite qui est humain et qui n'est pas humain. Et ça, c'est une question. C'est-à-dire comment on fait, parce que la suprématie blanche peut tomber, mais ça ne veut pas dire que la négrophobie va tomber. C'est-à-dire comment on fait pour ça, comment on fait pour faire ça. Pour faire que, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la situation, comme Frank Reed Nelson dit, même si les personnes blanches et les personnes non blanches s'entretuent, ils ont toujours le temps d'être négrophobes. Mais comment on fait pour résoudre cette question? Et ça, je ne sais pas si on a la solution.
On a une solution en mode, on peut avoir plus d'autonomie, plus de liberté, mais ça voudrait dire que ça voudrait des choses comme on voit dans Black Panther, c'est-à-dire un protectionnisme et avoir des territoires où on est super protégé. Mais comment on fait pour pouvoir être autorisé, pour pouvoir que ce soit possible que ce soit pas que dans des pays de Noirs, parce que même actuellement, même dans les pays de Noirs, les Noirs peuvent subir du colorisme et de la négrophobie, etc. Mais même au-delà de ça, parce que la solution la plus proche qu'on a de ça, c'est l'autonomie, l'indépendance, mais ça voudrait dire c'est que dans les pays des Noirs qu'on serait protégé. Mais comment on fait pour que nous aussi, on soit capable de pouvoir circuler dans le monde et pas que dans des pays de Noirs? Comment on fait pour que même qu'on traverse la frontière, on soit cette protection est la même protection que les Blancs ils ont, ils peuvent aller n'importe où, etc. Comment on fait pour faire ça? Et on n'a pas encore la question à ça. Donc, c'est la question qui... enfin, pas la question qui m'intéresse, c'est la question à laquelle j'apprends à juste accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en attendant. Ça veut juste dire qu'en attendant, il faut se concentrer sur les choses qui changent vraiment ou qui aident les personnes qui sont, comme je dis, plus proches du plancher collant. Et ça veut dire les personnes incarcérées, les personnes victimes de violences, comment on fait pour redistribuer et faire du soin mutuel et de ne pas renforcer les structures en place en attendant ça. C'est-à-dire, à défaut de trouver la solution à être libre, faire en sorte que ceux qui souffrent le plus souffrent le moins. Qu'il y ait de moins en moins de personnes qui soient vraiment dans les cohortes qui subissent le plus de violence dans les pays des Suds, mais aussi dans les pays des Nord. Et quand je dis les personnes, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les Noirs. Vous nous laissez avec une question fort intéressante dont on n'a pas, malheureusement pas la réponse et je ne sais pas si un jour on l'aura. En tout cas, c'était très intéressant de vous avoir avec nous, Fania Noël. Franchement, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux, parce qu'on sait que vous avez un agenda chargé. Et en tout cas, on espère pouvoir renouveler cette expérience avec vous et à une prochaine avec la pause décoloniale. À bientôt. Merci beaucoup. C'était la deuxième partie de l'interview de Fania Noël par Bouk Kanaki pour votre émission La Pause décoloniale. Dans cet épisode, 2 notions ont été abordées, la misogynoire et le transfuge de classe, et comment ces 2 notions sont utilisées pour empêcher la fin de la négrophobie. Vous pourrez retrouver l'interview complète sur notre page YouTube, La Pause décoloniale KNC, et tenez-vous au courant de nos actualités via notre page Facebook, La Pause décoloniale. Merci pour votre écoute, merci à Fania Noël d'avoir accepté notre invitation, merci à Bouk Kanaki d'avoir mené cette interview, et merci à Radio Dido pour la diffusion de nos émissions. À bientôt pour une prochaine pause décoloniale.